L'histoire des Juifs de France, eh bien ça revient tout de suite pour un nouvel épisode avec toujours la complicité de Christophe Dard. Et pour ce nouvel épisode, Christophe, nous allons évoquer plus précisément le réseau Manoukian, du nom de celui qui était à sa tête, Missak Manoukian. Majoritairement composé de Juifs, ce groupe va jouer un rôle important en 1943 dans les attentats commis à Paris contre l'occupant nazi dans le cadre de la résistance juive communiste des francs-tireurs partisans, main-d'œuvre immigrée, dont on a consacré d'ailleurs un dossier très complet sur Radio J. Mais le réseau Manoukian connaîtra une fin tragique, Christophe, immortalisée par la célèbre et sinistre affiche rouge que l'on retrouve notamment dans les livres d'histoire. Alors, avant de parler du réseau Manoukian, Christophe, il faut d'abord rappeler la vie de Missak Manoukian. Et c'est dans l'actuelle Arménie, à l'époque dans l'Empire ottoman, qu'il naît en 1906 dans une famille de paysans. Rescapé du terrible génocide arménien de 1915, qui a fait 1,5 million de morts et dans lequel meurt justement son père, les armes à la main, puis sa mère en raison de la famine qui sévit. Recueilli par une famille kurde, le jeune Missak Manoukian, orphelin, est pris en charge par la communauté arménienne, puis transféré avec son frère dans un orphelinat d'un organisme humanitaire situé en Syrie, alors sous contrôle français. C'est dans cette structure qu'il se forme au métier de menuisier et qu'il découvre aussi la poésie. À l'âge de 19 ans, il émigre en France en 1925, menuisier sur les chantiers navals près de Marseille, ouvrier tourneur dans l'usine Citroën à Paris. Il fréquente les universités ouvrières de la CGT et il est également poète. À tel point qu'il s'inscrit à la Sorbonne comme auditeur libre pour notamment suivre des cours de littérature et avec un ami arménien, il va fonder un journal littéraire Tchank que l'on peut traduire par l'effort. Et le militantisme dans tout ça, me direz-vous, eh bien son vrai engagement politique date du 6 février 1934. Ce jour-là va se dérouler à Paris une immense manifestation anti-parlementaire devant la Chambre des députés, le Palais Bourbon, des associations d'anciens combattants, des ligues d'extrême droite antisémites, alors très puissantes, des films, mais aussi des militants antifascistes à gauche, communistes notamment. Manoukian participe à cette manifestation qui va dégénérer, qui fera 19 morts et plus de 2000 blessés. Et cette journée, qui va être vue comme une tentative de renverser la Troisième République, quelque part va convaincre Manoukian de s'engager au Parti communiste. En juillet 1935, Manoukian devient cadre de l'Internationale communiste en accédant à la direction du journal Zangou, du nom d'une rivière qui coule à Erevan, la capitale de l'Arménie. Un journal publié par la section française du comité de secours pour l'Arménie, proche donc du Parti communiste et qui avait été créé par le gouvernement de la République soviétique d'Arménie pour collecter des ressources dans la diaspora arménienne. Manoukian est aussi, avant-guerre, secrétaire de la section française du comité de secours pour l'Arménie qui compte jusqu'à 7000 personnes sous le Front populaire, ce qui en fait l'un des groupes les plus importants de la main-d'œuvre immigrée. Et puis Manoukian est aussi nommé justement directeur de l'Union populaire franco-arménienne qui va succéder au comité de secours pour l'Arménie. Il est aussi membre de l'association des écrivains communistes et il rencontre en 1936 Méliné Assadourian qui a 7 ans de moins que lui et qui est également une immigrée d'origine arménienne. En septembre 1939, Missak Manoukian est arrêté alors que le Parti communiste est interdit. Sorti de prison, il est incorporé dans l'armée puis à nouveau arrêté à l'été 1941 après l'invasion de l'URSS par l'Allemagne nazie. Il est interné comme communiste étranger au camp de Royaulieu près de Compiègne dans l'Oise. Et Manoukian est libéré faute de preuves suffisantes car effectivement il faut rappeler qu'il n'est pas juif. Donc on ne peut pas non plus évidemment lui reprocher cela. Alors il va entrer au sein de la lutte armée, dans la lutte armée, au sein de la main-d'œuvre immigrée. Il monte très vite les échelons. Responsable politique de la section arménienne qui joue un rôle important au sein de la MOI notamment. Et c'est à cette période d'ailleurs qu'il est lié à d'autres sympathisants économistes communistes dont Misha et Nar Aznavourian qui sont d'autres que les parents de Charles Aznavour, engagés tous les deux au sein de ce que l'on appelle le travail allemand, c'est-à-dire en gros faire en sorte de démoraliser les soldats allemands et aussi assister à leur désertion. En 1943, Manoukian fait partie des francs-tireurs partisans main-d'œuvre immigrés de la région parisienne. Le premier détachement où il est affecté comporte essentiellement des juifs roumains et hongrois ainsi que quelques arméniens. Oui, tout à fait. Et Missak Manoukian qui participe pour la première fois à une action armée à Levallois-Perret le 17 mars 1943 en jetant une grenade sur un détachement allemand, un attentat qui, selon un rapport de police, cause la mort d'un soldat et en blesse 15 autres ainsi que 2 civils français. Mais les membres des FTP-MOI sont de plus en plus en danger à mesure bien sûr que les attentats augmentent et ainsi les arrestations se multiplient et c'est dans ce contexte qu'en juillet 1943, Manoukian est nommé commissaire technique des FTP-MOI de Paris, puis commissaire militaire en lieu et place de Boris Alban,
dont on a déjà parlé. Vous voyez, il a monté très vite les échelons en seulement quelques mois. Manoukian est sous les ordres de Joseph Epstein, alias le colonel Gilles, chef des FTP de région parisienne. Et il adopte la stratégie de son patron, c'est-à-dire intensifier le combat en engageant davantage d'unités dans chaque action, soit de 15 à 20 hommes. Et son action la plus célèbre, dont on a déjà parlé, date du 28 septembre 1943. Un trio va en fait commettre un attentat contre le général allemand Julius Ritter, qui est adjoint pour la France du chef du service du travail obligatoire, le STO, qui à l'époque recrute évidemment massivement des ouvriers, certains d'ailleurs s'engageant justement volontairement. Mais Manoukian se sent traqué, et il a bien raison, parce qu'effectivement, il est surveillé depuis pas mal de temps, et il le sent dans la résistance, ce genre de choses, on le sent très rapidement. Et d'ailleurs, la chef du service des renseignements des FTP MOI, Christina Boïko, qui joue un rôle très important, écrira à propos d'une rencontre avec Manoukian en novembre 1943. Je la cite: « Ce fut ma dernière rencontre avec lui, près d'une gare, je ne sais plus laquelle, mais nous marchions dans des rues longues où il y avait trop de monde. Je n'aimais pas ça. Lui-même avait le sentiment qu'il était encerclé, qu'il allait tomber. Je lui ai offert une planque au cas où. Par mes contacts à la Sorbonne, je touchais un secteur qui n'avait rien à voir avec la MOI. Il a refusé, me disant qu'il n'avait pas de problème pour son logement. Je l'ai quitté très inquiète en raison de sa propre inquiétude. Et il y a de quoi, car ils ne se reverront pas. » Quelques semaines plus tard, mi-novembre 1943, la brigade spéciale numéro 2 des renseignements généraux, qui traque les francs-tireurs partisans main-d'œuvre immigrés depuis plusieurs mois, arrête 68 de ses membres. Et le 16 novembre, Manoukian est arrêté en gare d'Évry-Petit-Bourg, alors qu'il s'apprête à retrouver son chef, Joseph Epstein, pour leur entrevue hebdomadaire. Au moment de son arrestation, il décide de ne pas se servir, après 2 sommations, d'un pistolet 6,35 chargé et pourtant dissimulé dans la poche droite de son manteau. Quant à son épouse Mélinée, elle est cachée par le couple Aznavourian, donc les parents du futur Charles Aznavour, et parvient à échapper à la police. Missak Manoukian est interrogé et torturé quotidiennement, lui, avec 23 autres de ses camarades âgés de 19 à 44 ans. 8 Polonais, 5 Italiens, 3 Hongrois, 3 Français, 1 Espagnol et 2 Arméniens, dont bien sûr Missak, et aussi Armenak Aren Manoukian, qui n'est pas de la famille de Missak. Dans ce groupe, on trouve un ingénieur chimiste, on trouve également un étudiant, un footballeur du Red Star Olympique, l'ancêtre du Red Star, Rino Della Negra, et un ouvrier métallurgiste. Il n'y a qu'une femme dans ce groupe, elle est juive, comme la plupart des autres, Olga Bancic, née en Bessarabie en 1912 dans une famille juive. Elle a rejoint la France en 1938, a effectué des études de lettres. Elle envoie des armes à l'Espagne, et lorsqu'elle s'engage dans les FTP MOI, elle confie sa fille à une famille de résistants. Manoukian, lui, est enfermé à la prison de Fresnes avec les autres membres du réseau. Il est jugé dans un simulacre de procès par le tribunal militaire allemand du Grand Paris. Nous sommes le 19 février 1944 à l'hôtel Continental de la capitale française. La presse collaborationniste et antisémite s'en donne à cœur joie. Et oui, à ces accusateurs Manoukian qui se tournent vers eux et leur lancent: « Vous avez hérité la nationalité française, nous l'avons méritée. » Sans surprise, le 21 février, donc 2 jours plus tard, les 23 membres du groupe sont tous condamnés à mort le jour même, à 15h au Mont-Valérien à Paris. Missak Manoukian est fusillé avec ses 22 camarades. Tous refusent d'avoir les yeux bandés au moment d'être tués. Manoukian avait 37 ans. Avec ses camarades, il est inhumé au cimetière d'Ivry. Eh bien, merci beaucoup Christophe pour ce nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France consacré au réseau Manoukian. Et j'aime beaucoup d'ailleurs cette phrase dans le film L'armée du crime de Robert Guédiguian, qui revient justement sur l'histoire de l'affiche rouge, et une phrase qui est attribuée justement à Missak Manoukian et qui dit à ses camarades: « On tue des hommes, mais on est du côté de la vie. »